Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur et de Laurent Runigo. Aujourd'hui, nous allons vous raconter un autre épisode de la course entre Américains et Soviétiques, et plus précisément, lesquels seront les premiers à faire s'installer des humains en orbite terrestre. C'est un chapitre assez méconnu de l'histoire de la conquête spatiale et pour cause, une bonne partie de cette course s'est faite en secret. Bonjour à toi, cher Claude. Bonjour Florent, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Juste pour vous dire, je pense que ce qu'on vous raconter, c'est une histoire assez surprenante et même, je dirais, assez palpitante parce que gardez à l'esprit que tout ce qu'on va vous parler, ça s'est passé en moins de 2 mois. Et bonjour à toi, Laurent. Bonjour Florent, bonjour Claude et bonjour à tous. Et oui, Claude, tu as volé mes mots, entre guillemets. Je dois dire que, avant de démarrer, qu'en préparant l'épisode, j'ai trouvé que justement l'histoire était vraiment très passionnante, remplie de rebondissements, même s'il n'y a pas l'aura des missions lunaires qui viennent de s'achever. C'est vrai que c'est très palpitant et il y a quoi de faire un bon film avec tout ça. Exactement. Y en a-t-il d'ailleurs? Est-ce que vous savez s'il y a des films sur ce sujet? Non, à ma connaissance, non. Puis même, on va parler du programme Skylab. Même Skylab, je ne l'ai pas très bien couvert. Il n'y a pas de film sur Skylab. Évidemment, la NASA, là, ces choses-là, ces trucs. Mais non, il n'y a pas vraiment de film qui raconte cette époque-là. C'est pour ça que ce qu'on vous raconte, c'est un peu inédit. J'invente rien, là, mais c'est un peu inédit. Replongeons-nous donc au printemps de 1973, il y a tout juste 50 ans. Après avoir remporté la course à la Lune et terminé leur programme Apollo en décembre 1972 avec la mission Apollo 17, les Américains s'apprêtent à lancer leur station orbitale Skylab. Et si tout va bien, 3 équipages de 3 hommes séjourneront de 1 à 2 mois dans ce laboratoire orbital afin d'apprendre à vivre dans l'espace. Claude, tu t'intéressais fortement à cette aventure à ce moment-là, non? Absolument. Le lancement de Skylab a eu lieu le 14 mai 1973. J'avais 15 ans à l'époque et pour moi, c'était une aventure palpitante à suivre. Là, on allait s'installer à vivre dans l'espace. À l'époque, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur Skylab. J'écoutais les reportages que je pouvais trouver à la radio et à la télé. Mais ça n'a rien à voir, la couverture de l'époque, avec ce à quoi on a accès aujourd'hui quand il y a une mission spatiale, quand on va sur Mars ou autre, là. Mais à l'époque, je dévorais tout ce que je pouvais trouver. Et ce faisant, les Américains s'aventurent un peu en territoire soviétique, hein. C'est-à-dire qu'en 1969, quand il est devenu évident que les Américains allaient être les premiers sur la Lune, les Soviétiques se sont mis à prétendre qu'en fait, il est bien plus utile de s'installer en orbite terrestre, à bord de stations spatiales, que d'explorer la Lune. Ils ont par conséquent lancé une première station orbitale en avril 71, Salyut 1, à bord de laquelle 3 cosmonautes ont passé 24 jours. Je vous renvoie au balado 62 dans les secrets de la cosmonautique soviétique qui aborde ce sujet. Et voilà donc qu'en 1973, ils n'allaient pas se laisser damer le pion par les Américains. C'est ainsi qu'en avril, ils lancent une deuxième station, Salyut. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu, Salyut 2 subissant d'importantes avaries peu après sa mise en orbite, n'est-ce pas Claude? Absolument. Et même chose du côté américain, c'est-à-dire que le Skylab va être lancé le 14 mai, mais au moment du lancement, il va subir d'importants dommages. En fait, Skylab va quasiment subir le même sort que Salyut 2, c'est-à-dire une autre station spatiale en perdition. Et c'est ainsi qu'on assista en ce printemps 1973 à une ultime course à l'espace entre les Soviétiques et les Américains. Une course qui s'est cependant transformée en une course d'obstacles. De surcroît, cette course révèle les manières de faire fort contrastées entre les uns et les autres. Car alors que les Soviétiques procèdent dans le plus grand secret, les Américains font une démonstration éclatante de leur capacité à faire face à l'imprévu. Et ce, au vu et au su de tous. Ce récit raconte comment se déroulait la course à l'espace, comment l'une et l'autre des puissances spatiales jouaient des coudes en recourant parfois à la désinformation. En fait, comme nous allons le voir, c'est que même un gouvernement qui veut contrôler l'information, qui veut cacher des secrets, n'y parvient pas. C'est vraiment ce qu'on va illustrer dans ce balado-là. Dans l'avant-dernier balado, le balado 109, où on posait la question, est-ce qu'on nous cache certaines choses? J'affirmais que nos gouvernements ne sont pas vraiment capables de garder des secrets, même quand ils le veulent. Et là, on va en avoir une belle illustration. On parle évidemment du gouvernement soviétique, de l'Union soviétique, qui contrôle l'information, qui
qui a toutes les commandes pour diffuser ce qu'elle entend diffuser. Mais comme on va le voir, surtout dans les prochaines minutes, là, quand on va raconter l'histoire de Salyut 2, on va voir que même un gouvernement qui est en contrôle de sa société ne peut pas cacher ses échecs. Et donc, ce que j'affirmais, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont écouté le balado 109 et qui se sont dit, ben Claude, il me semble qu'ils vont un peu vite en affaires. Ben là, vous allez avoir une idée de pourquoi je suis convaincu que nos gouvernements sont incapables de cacher d'informations importantes, là, des détails, oui, certaines petites choses, mais cacher des grands projets ou cacher des grands échecs, nos gouvernements sont incapables. C'est ce qu'on va illustrer dans les prochaines minutes. C'est ainsi que le 3 avril, dans le plus grand secret, les Soviétiques placent sur orbite une station orbitale qu'ils baptisent Salyut 2 sur une orbite quasi circulaire à 260 km d'altitude. Fidèles à leurs habitudes, ils ne dévoilent rien de leurs intentions, pas même l'endroit d'où a été lancé ce vaisseau, ni le type de fusée utilisée ou l'heure de lancement. On ignore également à quoi ressemble cette station orbitale. Que peut-on donc spéculer à l'époque, Claude ? En fait, à l'époque, même si les Soviétiques ne nous donnent pas d'informations, on soupçonne que le Salyut a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour par une fusée Proton, qui est la plus puissante fusée soviétique disponible à l'époque. Ce dont on va avoir confirmation par la suite, là, dans les années qui vont suivre, ça va s'avérer. Ce qui fait que même si les Soviétiques nous cachent l'information, on avait déjà une bonne idée de comment les choses se passaient, même si on ne savait pas grand-chose sur le cosmodrome de Baïkonour. Donc, même les Soviétiques qui veulent cacher des informations aussi banales que d'où s'est envolée la station, par quel type de fusée, on l'avait à l'époque. Ça vous montre que même les Soviétiques ne peuvent pas cacher des informations aussi banales. Fait qu'imaginez comment ça se passe en Occident quand nos gouvernements essayent de nous cacher certaines choses. Ainsi, 2 semaines avant le lancement de Salyut 2, des rumeurs commencent à circuler à Moscou, comme le relate le New York Times du 22 mars. Les spéculations se multiplient à l'effet que l'Union soviétique, après avoir passé près de 2 ans sans accomplir un vol habité, se préparerait à lancer une station spatiale Salyut le mois suivant. Peut-être même juste à temps pour éclipser le Skylab américain. Le quotidien rapporte aussi que les 2 grands navires de suivi des opérations spatiales, le Gagarine et le Komarov, ont été aperçus naviguant vers l'Atlantique. Ces navires sont munis d'antennes et d'équipements électroniques assurant les communications radio entre le centre de contrôle et les équipages en vol. Généralement, lorsqu'il y a un vol habité, l'un de ces navires est au large de Cuba et l'autre au large d'Halifax au Canada. Le New York Times ajoute aussi qu'en juillet 1972, ces 2 navires avaient occupé les mêmes positions et qu'ils y sont demeurés jusqu'en septembre, mais que rien ne s'est passé. Mystère. En fait, ce qu'on va apprendre peut-être 6 mois plus tard, à peu près 6-8 mois plus tard, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le 29 juillet 1972, les Russes ont bel et bien lancé une station Salyut à l'aide d'une fusée Proton, mais que après 2 minutes et demie de décollage, un problème survenu au niveau du 2e étage de la fusée porteuse a mené à la perte de la station. Donc, le Salyut ne s'est jamais placé en orbite. Évidemment, les Soviétiques, eux autres, ontaient cet échec-là, ils n'en ont jamais parlé. Les services de renseignement américains, par contre, eux, ils suivent à distance tous les lancements de fusées russes, que ce soit des missiles ou des fusées porteuses de satellites. Donc, eux ont très bien vu l'opération. Eux le savaient. Maintenant, sur le coup, ils n'ont rien dit parce que les services de secret américains ne veulent pas dévoiler leur capacité d'observation. Mais dans les mois qui vont suivre, ils vont laisser en douce filer l'information, ce qui fait que l'incident qui est arrivé au mois de juillet 1972 était inconnu sur le coup. Mais environ 4, 5, 6 mois plus tard, tranquillement, l'information a filtré. Donc, on soupçonnait. En même temps, à l'époque, on se demande toujours, est-ce que c'est vrai ou c'est de la désinformation américaine? Aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait vrai. Mais donc, l'information a quand même filtré, même si les Russes n'en parlent pas et que les Américains sont plutôt discrets. Le moment choisi pour lancer cette station spatiale n'a pas surpris les États-Unis, indique l'hebdomadaire spécialisé Aviation Week. L'URSS tente de réaliser un vol habité de 30 jours avant que les États-Unis ne lancent Skylab le 14 mai, afin de réaffirmer leur maîtrise des vols habités et pour voler une partie de l'éclat du programme Skylab. L'agence de nouvelles soviétique TASS annonce les objectifs de l'opération en disant simplement qu'il s'agit de perfectionner la conception, les systèmes et les équipements de bord et de mener des expériences scientifiques et techniques. On ne saurait être plus vague. Comme d'habitude, souligne le New York Times, ce lancement s'est produit sans avoir été annoncé et il n'a été rapporté que dans un bref communiqué de l'agence TASS.
On suppose que Soyuz 2, comme sa prédécesseur, a été lancé depuis le centre spatial de Baïkonour, au Kazakhstan. Et conformément au secret habituel, le communiqué de TASS ne précise rien au sujet des objectifs du vol, ni sur les prochaines étapes. En fait, nous, on soupçonne que il y a évidemment des cosmonautes qui vont être lancés en destination de ce Salyut 2. Surtout que on est donc au mois d'avril et le 12 avril de chaque année, il faut savoir qu'en Union soviétique, on célèbre l'anniversaire du lancement de Yuri Gagarin le 12 avril 1961. Ça s'appelle d'ailleurs la journée de la cosmonautique. Ce qui fait qu'on s'attend qu'à l'occasion du 12e anniversaire du vol de Yuri Gagarin, les Soviétiques vont envoyer des cosmonautes vers leur station spatiale et ça marquerait la reprise des vols habités après une pause de 2 ans, comme on le dit un peu plus tôt. En juin 1971, il y a les 3 cosmonautes de Soyuz 11 qui sont revenus sur Terre, ont péri asphyxiés par un défaut de leur capsule. Donc, ça faisait 2 ans que les Soviétiques n'avaient pas envoyé des cosmonautes. Donc, on s'attendait, ils viennent de lancer Salyut 2. Probablement que dans les prochains jours, ils vont lancer des cosmonautes, même s'ils ne l'ont pas annoncé. Pour sa part, en même moment, la NASA confirme que le lancement de Skylab est fixé au 14 mai. Voilà qui rend probable que pour la première fois, des astronautes et des cosmonautes se trouveront en orbite en même temps, chacun à bord de leur propre station. Cependant, les 2 engins circuleront sur des trajectoires très différentes, rendant donc impossible toute possibilité de rendez-vous. Mais curieusement, les jours passent sans que les Russes ne donnent des nouvelles de Soyuz 2, et encore moins sur les préparatifs d'un lancement d'équipage. Et contrairement à d'habitude, aucune rumeur ne circule à Moscou. Or, ce silence contraste avec le fait que de son côté, la NASA invite les journalistes à visiter le simulateur grandeur nature de Skylab et qu'elle explique en détail ce qu'elle entend faire au cours des prochains mois, c'est-à-dire, si tout se déroule comme prévu, que 3 équipages seront lancés successivement le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre, afin de réaliser respectivement des séjours de 28, 56 et 56 jours à bord du Skylab. On nous énumère aussi toutes les tâches et expériences auxquelles se livreront les astronautes durant les 5 mois d'opération de ce laboratoire céleste. Comme le relate si bien le New York Times, alors que les expériences du Skylab étaient expliquées aux journalistes invités au Marshall Space Flight Center et que des maquettes haute fidélité des modules du Skylab pouvaient être inspectées et photographiées, les présentateurs de nouvelles soviétiques, à la radio et à la télé, en sont réduits à relire le bref communiqué de TASS, émis lors du lancement de Soyuz 2. Puis après une semaine de silence inhabituel, et alors que les spécialistes se demandent pourquoi des cosmonautes n'ont toujours pas été lancés, on s'interroge de plus en plus si de sérieux ennuis ne seraient pas survenus, soit à bord de la station ou au sol avec le véhicule de transport d'équipage, Claude. Exactement. En fait, les observateurs se rappellent qu'en 1971, il s'était écoulé 3 jours entre le lancement de Salyut 1 le 19 avril 1971 et le lancement d'un premier équipage à bord de Soyuz 10. De même, du côté américain, là, on prévoit lancer le Skylab le 14 mai et le lendemain, un équipage. Ce qui fait que on comprend qu'à l'époque, la stratégie, c'est qu'on lance une station et peu après, on lance un équipage. Or là, il s'est écoulé plusieurs jours, une semaine, sans que rien ne se soit passé. On se dit, il doit se passer quelque chose à Baïkonour. Qu'est-ce qui se passe? Mystère. Le 7 avril, les réseaux de surveillance américains observent que Salyut 2 est placé sur une orbite beaucoup plus élevée, son altitude variant désormais de 260 à 290 km, vraisemblablement hors de portée des Soyuz. Voilà qui déclenche d'importants soupçons. De plus, on a repéré au moins 17 objets accompagnant Salyut sur son orbite. S'agit-il de débris résultant d'un incident ou de l'éjection de couvercles protégeant divers systèmes et instruments de la station ? L'hebdomadaire Aviation Week rapporte que les Soviétiques ont placé leur station Soyuz 2 sur une orbite plus élevée après avoir tenté le lancement d'au moins un Soyuz habité. Selon ce magazine, Soyuz était en position pour recevoir un Soyuz le 4 avril, mais aucun lancement n'a eu lieu. L'orbite du Soyuz a ensuite été légèrement élevée afin de placer la station en position pour une nouvelle tentative fixée au 10 avril. Cependant, le 8 avril, les contrôleurs ont ordonné une nouvelle élévation de l'orbite. Cela a conduit les observateurs occidentaux à considérer que le problème qui avait empêché un lancement le 4 avril serait plus sérieux qu'estimé au départ.
De son côté, le New York Times cite un expert militaire américain qui suggère que Salyut 2 a de fait été mise de côté, tandis que les ingénieurs au sol seraient aux prises avec un dysfonctionnement majeur. Mais on ignore si un Soyouz a été lancé, mais qu'il a dû revenir d'urgence sur Terre, ou si le compte à rebours s'est arrêté avant le décollage. Toujours est-il que le 11 avril, les soviétiques confirment les suppositions américaines à l'effet que l'orbite de Salyut 2 est désormais inaccessible au Soyouz. TASS déclare néanmoins que les systèmes de bord fonctionnent normalement, mais ne fait aucune allusion à un éventuel problème qui aurait perturbé les plans de vol. L'agence de nouvelles russe affirme même que l'équipement de Salyut 2 a été vérifié dans des conditions de vol réelles, conformément au programme de la mission. Toutefois, comme elle ne mentionne plus la réalisation de recherches et d'expériences scientifiques et techniques, cette omission est interprétée comme un autre indice de sérieux ennui. Arrive donc le 12 avril, qui est le jour de la cosmonautique soviétique, donc les célébrations du 12e anniversaire du vol de Yuri Gagarin. Normalement, chaque année, il y a beaucoup de célébrations. Les médias soviétiques en parlent beaucoup, là, célèbrent avec fierté le premier vol d'un homme dans l'espace. Cette année, c'est différent en 1973. C'est à peine si on évoque cet anniversaire-là. Il y a un petit reportage qui parle qu'il y a une commémoration, je pense que c'était à la Cité des Étoiles. Mais de toute évidence, les célébrations du 12e anniversaire du vol de Gagarin n'ont pas été comme ce qu'avait espéré le Kremlin avec l'installation d'un équipage à bord de Salyut 2. C'est encore là, pour les observateurs, un autre indice qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, mais évidemment, on est condamné à spéculer, comme vous venez le voir dans les dernières minutes. On s'imagine toutes sortes de choses, sachant qu'il y a quelque chose qui se passe, mais exactement quoi, on ne le sait pas. Une semaine plus tard, les Soviétiques annoncent qu'ils n'ont pas l'intention de lancer un équipage vers Salyut 2. De son côté, le général Vladimir Chatalov, cosmonaute chevronné et chef du détachement des cosmonautes, fait une déclaration surprenante. Les Salyut, dit-il, pourraient simplement servir à recueillir des informations sur la météorologie, la géologie, les transports, les communications, la foresterie, l'agriculture et la protection de l'environnement. Alors, de quoi s'agit-il, là, Claude ? Ce genre de déclaration-là surprend beaucoup parce qu'on imagine mal lancer une grosse station orbitale pour faire ce genre d'opération-là, alors qu'il est beaucoup plus efficace et moins dispendieux d'utiliser des satellites conventionnels. Fait que ça paraît surprenant qu'on veuille observer la Terre pour les différents motifs que vient de nommer Chatalov, alors en lançant une grosse station orbitale, alors qu'on peut très bien le faire avec de nombreux petits satellites beaucoup moins coûteux qu'une station spatiale. Ça rend suspect que Chatalov ne nous dit pas tout à fait la vérité. Aux USA, d'ailleurs, on doute fort qu'un véhicule aussi complexe et dispendieux qu'un Solyut soit lancé pour autre chose que pour réaliser une opération habitée. On suppose plutôt qu'il est survenu un événement catastrophique qui aurait empêché l'occupation de la station par des cosmonautes. Le New York Times, d'ailleurs, cite aussi certains rapports de plusieurs sources à Washington, toutes considérées comme très au fait et qui indiquent qu'un événement catastrophique se serait produit il y a plus d'une semaine. La nature de cet événement, qu'il s'agisse d'une explosion, d'un problème de contrôle ou autre, n'a pu être déterminée. En fait, s'ajoute à ça le fait qu'on observe de plus en plus de débris qui accompagnent la station spatiale. On parle d'une bonne vingtaine, 20-25. Est-ce que ce sont des couvercles de protection ou autre chose? On note aussi que la station n'émet plus. L'émetteur radio de la station est en panne. Donc, la station est actuellement hors contrôle et elle descend tranquillement vers l'atmosphère terrestre. De toute évidence, les Soviétiques ont perdu le contrôle de la station. Selon certaines sources américaines, une explosion ou l'allumage intempestif d'un propulseur aurait fait virevolter la station, arrachant du coup ses panneaux solaires et endommageant l'habitacle, rendant impossible l'occupation de la station par des cosmonautes. Aviation Week précise que l'accident serait possiblement survenu alors que Salyut se trouvait hors de portée des stations au sol, privant alors les Soviétiques des données liées aux circonstances de l'accident. Et le magazine ajoute aussi que c'est le rappel, en fait, toute une série d'échecs que les Soviétiques ont connus depuis 1967 dans l'opération des vols habités. 1967, c'est la tragédie de Soyouz 1 où Komarov a perdu la vie. Mais plusieurs autres missions après ça, habitées en Soyouz, ont connu des succès plus ou moins discutables.
le magazine rapporte que l'échec de Salyut 2 risque même d'avoir des conséquences beaucoup plus graves que la perte des cosmonautes de Soyouz 11 qui ont péri lors de retour sur Terre en 1971, parce que c'est la quatrième perte d'une station. C'est la quatrième fois que les Soviétiques ne parviennent pas à opérer une station spatiale au cours des 2 dernières années. En fait, l'équipage de Soyouz 10 devait s'installer dans la station Salyut 1. Ils n'ont pas réussi. L'équipage de Soyouz 11 a péri lors du retour sur Terre. Il y a eu le lancement de la station en juillet 1972, dont les Soviétiques n'ont jamais parlé, mais dont on connaît l'existence. Et voici maintenant qu'il y a Salyut 2. Donc, ça va mal dans le programme spatial soviétique, même si les Russes tentent de nous cacher tous leurs échecs. Pourtant, les Soviétiques persistent donc à dire que tout va bien à bord de Solyut 2. Et le 28 avril, TASS annonce la fin du programme de vol de Solyut 2. Comme on pouvait s'y attendre, cette déclaration ne dit rien d'un éventuel échec, affirmant plutôt que cette opération spatiale a fourni d'importantes données expérimentales, confirmant l'exactitude des conceptions techniques adoptées, ainsi que des spécifications des systèmes et appareils de base à bord de la station. Ces découvertes seront utilisées dans la conception de nouveaux vaisseaux spatiaux, de conclure le communiqué de TASS. Le ton de Laurent était très bon, c'est beaucoup du blablabla, hein? Comme le souligne le New York Times et plusieurs autres observateurs, les Soviétiques sont comme non seulement incapables d'avouer leurs échecs, mais sont réticents non plus à expliquer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ça, comme on va le voir dans quelques minutes, ça contraste énormément avec ce qui va se passer, ce qui se passe du côté des Américains, comme on l'a mentionné. Là, les Américains nous ont fait part de leur programme Skylab, les journalistes ont pu visiter des installations. On sait exactement ce que la NASA entend faire. Donc, il y a tout un contraste entre le secret soviétique qui mène à beaucoup, beaucoup de spéculations et peut-être qu'on même on spécule plus pire que ce que c'est en réalité, alors que du côté américain, on assiste à une ouverture où là, on sait tout ce qui se passe en direct. On rapporte enfin que cet échec est une déception pour les médecins américains qui auraient bien aimé comparer les résultats médicaux obtenus auprès des cosmonautes de Salyut 2 avec ceux des astronautes du Skylab. Absolument, ça aurait été intéressant. Ça, c'est à peu près tout ce qu'on savait, là, ce qu'on vient de vous raconter en 1972. En 1973 plutôt. Et il va s'écouler à peu près 20 ans avant qu'on apprenne vraiment le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire dans les années 90, les archives, lorsque l'Union soviétique va disparaître au profit de la Russie d'aujourd'hui, là, les archives vont s'ouvrir, les langues vont se délier, et là, on va apprendre ce qui s'est réellement passé. La principale source, une des meilleures sources pour savoir ce qui s'est passé en été, c'est un ouvrage écrit par un historien, un grand historien spécialiste du programme spatial soviétique qui s'appelle Asif Siddiqui, qui a écrit un livre auquel je me réfère assez souvent qui s'appelle Challenge to Apollo. Je vous le cite parce que vous pouvez le retrouver sur Internet. Si vous tapez sur le site de la NASA, Asif Siddiqui, Siddiqui c'est S-I-D-D-I-Q-I, Challenge to Apollo, vous pouvez avoir accès à cet ouvrage-là et c'est vraiment une bible pour savoir ce qui s'est réellement passé. Siddiqui traite le programme spatial russe très, très en détail. C'est un peu ardu à lire, mais vous pourriez y arriver sans trop de problèmes. Donc, on va vous raconter un peu ce qui s'est réellement passé selon Siddiqui et ses propos ont été confirmés par la suite. Donc, voici maintenant ce qui s'est réellement passé. Et Siddiqui nous explique que le lancement du premier équipage à bord de Soyouz 12 était prévu pour le 13 avril. Mais il a dû être reporté au 8 mai en raison de problèmes persistants avec le système de parachute de la capsule. Dans leur premier communiqué de presse portant sur la mission de la station, les Soviétiques se sont donc abstenus de faire la moindre allusion à un vol piloté. Conséquence du retard dans le lancement du Soyouz 12, l'orbite de Salyut 2 a été élevée à une altitude la mettant hors de portée du Soyouz, mais elle allait naturellement redescendre par friction de l'air en début de mai. Et tout semblait fonctionner sans faille. Cependant, une anomalie est survenue au 13e jour du vol, le 15 avril, lors de la 188e orbite de Solyut 2, poursuit l'historien. Les contrôleurs ont soudainement noté que le système de télémétrie principal de la station était tombé en panne. Puis, selon la télémétrie de réserve, la pression d'air dans l'habitacle a chuté de moitié, tandis que la trajectoire orbitale de la station venait d'être légèrement altérée, comme si la station venait de subir une poussée. De toute évidence, quelque chose de catastrophique venait de se passer à bord, annulant du coup toute possibilité d'y envoyer des cosmonautes. Au cours des jours suivants, les ingénieurs ont tenté de déterminer ce qui s'était passé.
Enfin, le 28 avril, l'agence TASS annonce que Salyut 2, après avoir vérifié la conception de systèmes embarqués améliorés et effectué des expériences dans l'espace, avait terminé son programme de vol. En omettant, souligne Siddiqui, la mention « avec succès » utilisée habituellement dans leurs communiqués de presse. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On ne le saura jamais. Est-ce que c'est un problème d'une erreur de conception à bord du Salyut? Est-ce que c'est un défaut de fabrication ou d'installation de certains systèmes de bord? Est-ce que c'est une erreur dans les procédures de vérification, procédures inadéquates? Est-ce que c'est un problème qui est survenu à bord de la station, un défaut du système? Ou même, est-ce que ça aurait peut-être pu être, la station aurait peut-être victime d'un impact d'une météorite? On ne le saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que Salyut, même les Russes ne le savent pas. Là, donc, on ne saura jamais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement au mois d'avril. Finalement, la station se désintègre dans l'atmosphère terrestre le 28 mai. C'est un échec que les Soviétiques espèrent, dont on va oublier, ce qui n'est pas le cas, évidemment, comme on en parle aujourd'hui encore. J'ajouterais en dernier que ce qu'on a appris surtout de plus important dans l'ouverture des archives en 1990, c'est donc un peu le récit que vient de faire Laurent de ce qui s'est passé du côté soviétique. Mais le détail qu'on a appris, c'est que Salyut 2 était une station spatiale militaire. En fait, on savait dans les années 70 que les Soviétiques opéraient deux types de stations. Une station orbitale civile, c'était le cas de Salyut 1, et ça va être le cas de la station Salyut 4 qui va être lancée en décembre 1974 et opérée durant 1975. On va en parler un jour. Et il y avait aussi des stations militaires à vocation militaire, dont Salyut 3 qui va être lancé en 1974 et Salyut 5 en 1976. Donc, Salyut 2, c'était la première station militaire et ça, c'est un détail qu'on va apprendre dans les années 90. Je le mentionne parce que quand je vous dis des fois qu'on apprend des détails, on apprend certaines révélations, c'est du détail. Hein, ça ne change pas notre perception des choses, mais on a appris des petites choses. Mais grosso modo, les échecs, ce qui se passait en Union soviétique, malgré que le gouvernement soviétique voulait contrôler l'information, on le savait, comme on vient un peu d'illustrer dans les dernières minutes. Mi-avril, alors que les Soviétiques font face à de sérieuses pannes inexpliquées à bord de leur Salyut 2, à Cape Kennedy en Floride, la fusée Saturn V, destinée à lancer le laboratoire Skylab, est installée sur le pas de tir 39B. Pour la première fois du programme Apollo, la NASA prépare simultanément deux vaisseaux puisque la capsule Apollo qui doit s'envoler le lendemain du lancement de Skylab est quant à elle préparée sur le pas de tir voisin 39A. Si l'opération Skylab ne semble pas aussi palpitante qu'une aventure lunaire, là, moi j'ai suivi toutes les missions Apollo avec passion, c'était quand même le début d'une aventure très très intéressante. On allait s'installer dans l'espace. On allait voir comment l'organisme humain s'habitue à vivre plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'espace. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se demandait, est-ce qu'on peut vraiment rester dans l'espace? Parce que jusqu'à date, les plus longues missions, en tout cas américaines, étaient d'une semaine ou deux. En fait, la plus longue mission était de 2 semaines. Donc, est-ce que l'organisme humain peut vivre beaucoup plus longtemps? Est-ce qu'on ne va pas se buter à un obstacle auquel est prévu qui empêcherait tous nos rêves de vol interplanétaire? Ou au contraire, est-ce que Skylab allait ouvrir la voie vers des missions martiennes auxquelles on rêve tant? C'était le but premier du programme Skylab. En second lieu, on cherche aussi à déterminer si l'homme est en mesure d'accomplir des tâches utiles en orbite terrestre, notamment observer la Terre et le Soleil à l'aide d'une batterie de caméras perfectionnées opérée en temps réel par des astronautes, ce qui serait une première. Comme nous l'avons relaté dans le balado 93, Homme ou robot, à l'aube de la conquête de l'espace, on imaginait qu'un jour, des spécialistes allaient vivre et travailler à bord de gigantesques bases orbitales. Mais l'homme a-t-il véritablement sa place sur l'orbite terrestre? Y jouera-t-il des rôles essentiels que ne peuvent remplir les satellites? C'est la seconde question à laquelle s'attaque le projet Skylab. Durant les 140 jours d'opération prévus dans ce laboratoire orbital, 3 trios d'astronautes récolteront quantité de données médicales, scientifiques et techniques qui serviront ensuite à concevoir les prochaines générations de vaisseaux spatiaux, et plus particulièrement les installations scientifiques et commerciales que l'on rêve d'exploiter sur l'orbite terrestre. On espère un jour tirer profit des 2 caractéristiques propres à l'espace, l'apesanteur et le vide quasi parfait, pour mettre au point puis pour fabriquer des produits impossibles à obtenir sur Terre.
On pense notamment à des médicaments et à des matériaux aux propriétés industrielles révolutionnaires. En outre, sur une période de 8 mois, de mai 1973 à janvier 1974, les occupants de Skylab évalueront les capacités d'une station orbitale soumise aux rigueurs de l'espace, ce qu'aucun autre vaisseau habité n'a enduré à ce jour. Car contrairement aux satellites et sondes spatiales qui opèrent dans l'espace durant des années, un vaisseau habité est beaucoup plus complexe et fragile. Il doit procurer sans faille toutes les conditions vitales aux astronautes. Il faut garder à l'esprit qu'une station spatiale, c'est un vaisseau beaucoup plus gros, beaucoup plus beaucoup plus volumineux qu'un satellite ou une sonde spatiale. Pour donner un exemple, un satellite ou une sonde spatiale, au mieux, ça pèse quelques tonnes, souvent même c'est plutôt en termes de centaines de kilogrammes, et ça a à peu près, plus ou moins, la dimension d'une automobile. Dans le cas du Skylab, c'est un vaisseau qui pèse 70 tonnes et qui mesure 36 mètres de long. C'est donc beaucoup, beaucoup plus gros, même qu'un camion. C'est donc toute une nouvelle catégorie de vaisseaux spatiaux qu'on n'a jamais vraiment expérimenté. Donc, si on est capable de maintenir dans l'espace, d'opérer des satellites et des sondes spatiales durant des mois et des années, est-ce que ça va être le cas pour un vaisseau aussi complexe et de la taille d'une station orbitale? Cette station orbitale a été conçue à partir du 3e étage d'une fusée Saturn V, dans lequel on a retiré tous les équipements de propulsion pour les remplacer par le nécessaire pour habiter l'espace. Par conséquent, elle sera lancée par une fusée Saturn V qui n'utilisera que ses 2 premiers étages pour placer, comme elle le faisait lors des missions Apollo, un 3e étage désormais inerte. Les 3 équipages s'envoleront à bord des capsules Apollo propulsées par de petites fusées Saturn 1B. Au moment du lancement, Skylab contiendra toute la nourriture, l'eau et autres réserves nécessaires à 5 mois d'occupation par 9 hommes. À cette fin, durant leur séjour à bord de Skylab, les astronautes devront tenter de mener une vie la plus normale possible. C'est ainsi qu'ils travailleront 8 heures par jour, 6 jours par semaine, bénéficiant chaque jour de 8 heures de temps libre et 8 heures de sommeil. Normalement, chacun bénéficiera d'une journée de congé par semaine, si tout va bien. Ce sera la première fois dans l'histoire des vols spatials où des astronautes vont bénéficier d'autant de temps libre, là, possiblement 8 heures par jour à pouvoir profiter. Ils vont être les premiers vraiment, je dirais, à pouvoir goûter et apprécier les joies de l'apesanteur, donc le fait de flotter dans l'espace. D'ailleurs, la station est munie de jeux. Ils vont porter avec eux, entre autres, des fléchettes. Est-ce qu'on peut lancer des fléchettes compte tenu qu'il n'y a pas l'absence de gravité? Il faudra compenser l'absence de gravité. Il y a aussi des ballons, des balles pour faire différentes expériences. Les astronautes aussi vont s'amuser à faire des expériences, si je peux dire, entre guillemets, avec des bulles d'eau, des bulles de jus. Vraiment, ils vont pouvoir, par eux-mêmes, vraiment tester des choses que les équipages précédents n'ont pas eu le temps de faire. L'autre chose, qu'ils vont pouvoir avoir le temps de regarder, d'admirer la Terre par le hublot. D'ailleurs, on a placé à bord du Skylab un hublot de 46 cm de diamètre, uniquement pour leur permettre de regarder à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des fenêtres qui ont à des raisons scientifiques, mais simplement pour leur permettre de voir la Terre. Il faut savoir, d'ailleurs, si vous allez un jour à Washington, au Musée spatial de Washington, il y a le 2e Skylab dans le Musée spatial de Washington qu'on peut visiter. Vous allez voir, on a l'impression d'être certains diraient dans un sous-marin. Moi, je vous dirais aussi, vivre à bord d'une station spatiale, c'est vivre à l'intérieur d'une machine. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans une salle des fournaises d'un gros édifice, d'un gros bâtiment, là, souvent c'est dans le sous-sol et on n'y a pas accès, dans la salle des machineries, là où il y a la ventilation, la climatisation, etc., c'est un peu ça l'ambiance d'une station spatiale. D'ailleurs, c'est même assez bruyant. Il y a toujours plein de machines de clapet qui fonctionnent. C'est là-dedans que vont vivre des astronautes pendant plusieurs semaines ou quelques mois. Pour leur donner donc un peu de liberté, on leur permet de regarder par un hublot simplement pour apprécier la Terre. Donc, les astronautes du Skylab, ce sont les premiers à avoir la chance de goûter et de découvrir les joies de l'apesanteur et de vivre dans l'espace. Toutefois, à l'aube du premier séjour à bord de Skylab, on s'inquiète beaucoup de la manière dont les astronautes s'adapteront à la vie à bord de cette grande station orbitale. Celle-ci offre en effet un volume habitable considérable de 340 mètres cubes comparé à une capsule Apollo, le vaisseau spatial le plus spacieux à l'époque avec son volume de camionnette de 6 mètres cubes.
quand Skylab offre à elle l'équivalent de l'espace d'une vaste maison. Comment donc les astronautes s'adapteront-ils à vivre dans un environnement aussi spacieux, se demandent les spécialistes. On craint déjà qu'ils ne souffrent du mal de l'espace, inconfort, nausées et possiblement vomissements. Mal qui s'apparente au mal des transports dont souffrent certaines personnes en automobile ou en avion. Jusqu'à quel point seront-ils incommodés durant les premiers jours critiques de leur mission ? C'est pourquoi, surtout dans les premiers jours de leur mission, ils vont faire très attention à se déplacer au mouvement de déplacement pour éviter de susciter le mal de l'espace. Le mal de l'espace, ça s'assimile un peu au mal des transports. Qu'est-ce que certaines personnes éprouvent lorsqu'on est en voiture ou en avion? Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contradiction entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent. En fait, ce que ressent le mécanisme de notre oreille interne qui est responsable de notre équilibre. Quand vous êtes assis dans un auto, vous voyez que vous vous déplacez, mais vous ne sentez pas que vous vous déplacez. Puis là, il y a une contradiction dans le cerveau qui génère des nausées ou un certain inconfort. Dans l'espace, c'est un peu la même chose. Vous viviez dans un environnement très différent et le cerveau a de la misère à interpréter, surtout dans les premiers jours. Donc, ils vont faire très, très attention. Le mal le mal de l'espace ne se produit pas dans une petite capsule lorsque vous êtes sanglé à votre siège. Mais quand vous commencez à vous déplacer et à bouger, surtout dans le cas de station spatiale, ça va être un très vaste volume. Ils sont susceptibles d'éprouver donc des nausées et certains inconforts dans les premiers jours. Donc, ils vont faire très attention. On redoute aussi la possibilité que surviennent certains problèmes de santé, incidents, sinon même accidents, durant les longs séjours de l'espace. Les spécialistes redoutent en effet que le grand volume de la station et le type de tâches que les équipages de Skylab auront à faire ne génèrent des accidents de travail pouvant entraîner des lacérations mineures, des fractures osseuses ou des entorses aux articulations. Le type de blessure appréhendée comprend des saignements de nez, des ecchymoses ou des lacérations à la tête, des doigts et des orteils fracturés, sinon même des chevilles foulées ou éventuellement cassées. C'est ainsi que l'état de santé des astronautes sera surveillé de près, en temps réel, par les médecins du centre de contrôle de Houston, afin de déterminer avec précision la condition physique de chacun tout au long du vol. À l'occasion du premier vol, l'astronaute Joe Kerwin, médecin durement qualifié, aura à sa disposition une trousse médicale complète qui pourrait même lui permettre de réaliser de petites interventions. En cas de fracture osseuse mineure, les os seront fixés dans des attelles et le vol se poursuivra. Si la rupture n'est pas grave, il sera probablement préférable de la laisser commencer à se souder en apesanteur avant de la soumettre au stress du retour sur Terre. On est donc au début du mois de mai 1973. On attend avec beaucoup d'intérêt le lancement de Skylab pour enfin voir comment ça se passe la vie au quotidien dans un vaisseau spatial en apesanteur, en orbite autour de la Terre. Les Soviétiques avaient déjà réalisé une mission prolongée, une mission d'1 mois à bord de Salyut 1, mais comme ils sont très secrets, on ne voyait pas comment ça se passait au quotidien, puis s'il est arrivé des incidents, on n'a pas nécessairement été informé. Alors que là, on savait qu'avec les Américains, là, on pourrait suivre au jour le jour comment se passe la vie à bord d'une station spatiale et de voir si jamais il y a eu des petits incidents ou des petits conforts, on verrait tout en direct. Donc, ce serait une expérience très intéressante de voir comment ça se passe en réalité, même si on savait que les Soviétiques avaient une certaine expérience, mais comme ils taisent à peu près tout ce qui se passe, ça serait une révélation avec Skylab. C'est quoi de vivre au quotidien dans l'espace? Alors que les préparatifs du lancement de cosmonautes se font dans le plus grand secret, tu continues à suivre au jour le jour ceux du programme Skylab, j'imagine, Claude. Absolument. Effectivement, d'ailleurs, on peut voir, alors que les Soviétiques préparent les lancements de cosmonautes en secret, au niveau de la NASA, on voit tout ce qui se passe. Par exemple, on sait que dès le 21 avril, les astronautes se sont mis en quarantaine, c'est-à-dire qu'ils sont isolés de l'ensemble du personnel pour éviter de contracter des microbes, des infections qu'ils pourraient apporter avec eux dans l'espace. Ça veut dire qu'à partir on pourrait presque dire que leur mission, leur lancement est prévu pour le 14 mai, on pourrait dire que leur mission commence quasiment le 21 avril. À partir de ce jour-là, leurs déplacements sont limités. Ils ont accès à certaines aires de surveillance et non pas, ils peuvent se promener comme ils veulent. Ils sont en contact avec un nombre limité de personnes.
qui souvent portent des masques. Ça ressemble un peu à l'époque de la COVID qu'on a connue il y a quelques temps. D'ailleurs, les astronautes ne peuvent plus avoir de contact direct avec leurs enfants, leurs jeunes enfants, parce que comme tout parent sait, des enfants, c'est souvent porteur de virus. Donc, déjà là, ils sont isolés d'une partie du reste du monde et ils commencent même à manger la bouffe et l'eau, à consommer la bouffe et l'eau du Skylab dans le cadre des expériences scientifiques et biomédicales qui vont être menées tout au long de la mission. Donc, ils sont déjà en diète. Et non seulement, dès le 21 avril, ils commencent à consommer la même nourriture et l'eau qu'ils vont consommer à bord du Skylab, mais ils vont devoir même poursuivre cette diète-là 18 jours après leur retour sur Terre. Donc, leur mission devait être 8 jours, dure beaucoup plus longtemps que ça quand on y pense. Et ça, on peut le suivre en direct à travers les journaux et les reportages de télé à l'époque. Parallèlement à Cap Kennedy, les minutieuses vérifications de la Saturne V, de la Saturne 1B et des vaisseaux spatiaux qu'elle transporte se poursuivent sans problème digne de mention. Pendant ce temps, la direction du programme Skylab complète l'examen final de l'état de tous les aspects du projet, incluant les opérations de lancement, le déroulement du décollage, l'état des engins spatiaux et du matériel expérimental, les consignes de sécurité à appliquer, ainsi que le niveau de préparation des équipes au sol et des astronautes. Début mai, ces derniers participent à l'ultime répétition générale d'avant-lancement. Le 3 mai, la NASA déclare que tout est fin prêt et que les lancements des 2 fusées Saturn demeurent fixés au 14 et au 15 mai. Enfin, les astronautes subissent l'ultime examen médical détaillé, à la suite duquel ils sont prononcés bons pour une mission spatiale de 28 jours. Toutefois, le 11 mai, soit 3 jours avant le lancement de Skylab, les soviétiques lancent le satellite Cosmos 557. Celui-ci gravite curieusement sur une orbite identique à celle de Salyut 2. Quelle est donc sa mission ? L'agence de nouvelles TASS déclare officiellement qu'il ne s'agit que du 557e satellite scientifique lancé par l'URSS depuis 11 ans. Un de plus donc, Claude. Exactement. Et à l'époque, là, on est tellement accaparé par les préparatifs de Skylab qu'on n'en tient pas compte. Je vous dirais qu'on va parler du Cosmos 557, mais à l'époque, je n'ai jamais entendu parler. C'est un satellite banal qui est passé totalement inaperçu. En réalité, comme on va le raconter dans quelques secondes, si on avait su de quoi il s'agissait, si on avait su à l'époque ce qu'on sait aujourd'hui, ça aurait été toute une autre aventure qu'on aurait vécue en ce milieu de mai 1973. En mai 1973, il n'y a guère que le magazine spécialisé Aviation Week qui s'intéresse à ce curieux satellite. Dans son édition du 21 mai, le magazine rapporte en effet que Cosmos 557 aura été lancé pour ce qui semble être le début d'une tentative pour sauver une partie de la mission qui devait être accomplie à bord de Salyut 2, encore en orbite à ce moment-là. Ce Cosmos, qu'Aviation Week pense être un Soyouz, a été placé sur une orbite qui le maintiendrait trop éloigné du Solyut pour procéder à la moindre inspection, mais il pourrait devenir la cible d'exercices de rendez-vous et d'amarrage. Transmettant sur la même longueur d'onde qu'un Salyut, il est possible que ce soit un véhicule de remplacement à des fins expérimentales. Selon d'autres sources, ça pourrait aussi être un nouveau type de satellite, c'est-à-dire un satellite équipé de caméras pour observer la Terre, mais télécommandé en direct depuis la Terre. Donc, une espèce de mélange entre les satellites automatiques qui existent déjà et les stations spatiales où là, des astronautes vont pouvoir observer en direct la Terre. Donc, peut-être que c'est un nouveau genre de satellite. Et toutefois, la semaine suivante, Aviation Week rapporte que le Cosmos 557 s'est tout bonnement désintégré dans l'atmosphère le 22 mai, au-dessus de l'océan Indien, sans avoir participé à une quelconque tentative de vol habité. Puis le 11 juin, le magazine rapporte que Cosmos 557 est désormais considéré en Occident comme un autre Salyut. Il s'agirait, souligne-t-on, du 3e échec du genre à survenir en moins d'1 an. Et puis, on n'entendra plus jamais parler du Cosmos 557. En fait, je dirais que pendant à peu près 25 ans, on en a parfois parlé en se demandant de quoi s'agissait-il? Est-ce que c'est un satellite scientifique ou c'était une station orbitale? Il va falloir vraiment attendre l'ouverture des archives dans les années 90 pour finalement comprendre le fin mot de l'histoire, comme le révèle d'ailleurs Asif Siddiqui dans son magistral ouvrage Challenge to Apollo. Cet expert du programme spatial soviétique nous apprend ainsi que le 14 février 1973, le jour où la NASA a décidé qu'elle allait lancer son Skylab le 14 mai,
les Russes ont entrepris d'accélérer les préparatifs de leur prochaine station Salyut, sans doute sous la forte pression de Leonid Brejnev, chef de l'État soviétique, et de Dmitri Ustinov, ministre de la Défense, nous dit Siddiqui. Fin avril, le président de la commission d'État fixe au 8 mai la date de lancement du Salyut, soit 6 jours avant celui de Skylab. Et cependant, des problèmes survenus lors des préparatifs de la fusée repoussent ce lancement au 11 mai. Le premier équipage devant occuper cette station orbitale, composé d'Alexei Leonov et de Valery Kubasov, devrait s'envoler 3 jours plus tard, soit le jour du lancement de Skylab. La station soviétique est placée sur l'orbite prévue le 11 mai, son altitude variant de 218 à 266 km. Cependant, dès la première révolution autour de la Terre, les moteurs fusées qui contrôlent l'orientation du Salyut se mettent à fonctionner sans arrêt, épuisant rapidement les réserves de carburant à bord. Impossible donc de faire quoi que ce soit, pas même de dépêcher en toute urgence un équipage. Imaginez, là, si on avait su ça à l'époque, que quelques jours avant Skylab, les Russes lancent un nouveau Salyut qu'ils espèrent occuper le jour même où aurait été lancé le Skylab. Ça aurait été tout un suspense qu'on aurait suivi. Malheureusement, ou heureusement pour les Soviétiques, l'accident est arrivé dans les premières heures de vol. L'agence STARS a pu annoncer non pas le lancement d'un Salyut 3, mais tout simplement d'un banal satellite Cosmos, en espérant que cet échec-là passerait totalement inaperçu. Ce qui, évidemment, n'a pas été le cas, comme on le relate aujourd'hui. Comme toujours, lorsque survient ce genre d'accident, une commission d'enquête est mise sur pied. Siddiqui précise que des représentants du KGB ont apparemment participé aux travaux de cette commission, soupçonnant peut-être un sabotage. On conclura finalement que l'échec aurait pu être évité si les contrôleurs de vol avaient pu réagir promptement. Ce que confirme par ailleurs Boris Chertok, l'un des principaux collaborateurs de Sergei Korolev. Dans sa volumineuse biographie Rockets and People de plus de 2000 pages, il explique en détail que le fonctionnement intempestif des moteurs fusées du Salyut n'a pu être stoppé à cause des lourdeurs administratives et de la hiérarchie soviétique. 3 stations orbitales consécutives ont été perdues si ignominieusement, écrit-il. La patience des dirigeants du Parti communiste et du gouvernement venait d'être épuisée, de sorte que la direction du programme spatial sera par la suite révisée de fond en comble. Et Siddiqui d'ajouter que la perte des Salyut n'aurait pas, de ces 2 stations spatiales au printemps de 1973, n'aurait pas plus mal tombé, puisqu'à l'époque, les Soviétiques préparent avec les Américains la mission Apollo-Soyouz de juillet 1975, prévue pour juillet 1975. C'est donc dire que la NASA, qui est quand même consciente que les Soviétiques rencontrent de graves problèmes dans l'opération de leur station spatiale, commence à s'inquiéter pas mal et demande aux Soviétiques de rendre compte. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'on peut se fier à vous? Serez-vous au rendez-vous pour l'été 1975? Mais Siddiqui ajoute en octobre 1973 que l'académicien Boris Petrov, l'une des figures de proue du programme spatial soviétique, a affirmé à George Low, le numéro 2 de la NASA, qu'il n'avait pas été prévu d'envoyer des hommes occuper la station Salyut 2. Et dans un autre mensonge éhonté, écrit Siddiqui, Petrov a affirmé que le vol de Cosmos 557 n'a rien eu à voir avec le programme spatial habité de l'Union soviétique. Tel que prévu, le lundi 14 mai à 13h30, heure de Floride, le laboratoire Skylab est placé sur orbite par la dernière fusée Saturn V. Toutefois, à la 63e seconde de vol, les contrôleurs de Houston reçoivent un curieux signal en provenant du Skylab indiquant que le bouclier servant à protéger la station contre l'impact des micrométéorites se serait déployé prématurément. S'agit-il d'une fausse indication ou bien d'un incident réel? Bien, puisqu'ils n'ont reçu aucun autre signal par la suite, on a pensé que c'était simplement une fausse alerte. J'ajouterais que pour avoir suivi le lancement en direct, nous, on n'a rien su de ça. Apparemment, tout s'était parfaitement déroulé. La Saturn V avait accompli sa mission en plaçant le Skylab sur orbite terrestre. La Saturn V poursuit donc sa course et place correctement la station sur l'orbite circulaire prévue, à 438 km d'altitude. Elle complète ainsi sa 13e mission en autant de vols, une performance remarquable pour une fusée aussi complexe. Et puis, peu après la mise en orbite, le Skylab largue la coiffe qui protégeait la partie supérieure de la station spatiale telle que prévue. Et ensuite, on procède au déploiement des différentes composantes du Skylab.
C'était une opération assez complexe qu'on pourrait assimiler, bien que différente, qu'on pourrait assimiler à celle du télescope spatial Webb auquel on a assisté au début de 2022. Donc, il y a un grand nombre d'opérations qui vont se passer dans les minutes, dans l'heure qui va suivre la mise en orbite du Skylab pour que la station se déploie comme elle doit arriver, un peu comme un insecte qui sort de son cocon. Les opérations se passent apparemment très bien. Tout donc semble bien se dérouler, mais cette impression est cependant de courte durée puisqu'environ une demi-heure après la mise en orbite, le directeur de vol Donald Puddy rapporte recevoir des signaux erratiques concernant le bouclier antimétéorite et les deux principaux panneaux solaires du Skylab. Il faut savoir qu'au moment du décollage, il y a les deux grands panneaux solaires sont collés de chaque côté de la station, un peu comme un soldat qui serait au garde-à-vous. Et une fois rendu dans l'espace, ces panneaux-là doivent se déployer un peu comme si le soldat plaçait ses bras à l'horizontale comme les ailes d'un oiseau. Donc, ça doit faire partie de la procédure de déploiement. Les panneaux solaires se décollent du corps de la station pour se déployer. Mais voilà que la tension monte soudainement à Houston. Les signaux télémétriques indiquent que la commande de déploiement des panneaux solaires a bien été donnée, mais que ceux-ci ne s'étendent pas. D'autres signaux semblent même indiquer qu'ils auraient disparu. Ces signaux semblent confirmer les pires craintes qui commencent à germer dans l'esprit des contrôleurs au sol. L'incident est peut-être sérieux parce que les deux grandes ailes sont porteurs de cellules photoélectriques qui convertissent l'énergie du soleil en électricité. Ces grandes ailes-là, ces panneaux solaires-là, doivent fournir la moitié des 8 kW dont doit disposer la station pour opérer. L'autre moitié des 8 kW est produite par 4 petites ailes, 4 petits panneaux solaires qui se sont heureusement très bien déployés. Walter Caprian, directeur des opérations de lancement, déclare que si ces ailes ne se déploient pas, l'opération du Skylab sera grandement compromise. C'est donc un élément critique là, Claude. Absolument. Et on se demande évidemment ce qui se passe. Tout le monde veut savoir ce qui se passe, même la NASA, mais même les journalistes. Ce qui est un peu ironique, c'est que jusqu'à ce moment-là, l'opération de Skylab était relativement peu, intéressait relativement peu le grand public. Elle était couverte par les médias, mais c'était une opération qui suscitait beaucoup moins d'intérêt qu'une mission lunaire. Et là, soudainement, ça devient très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un drame dans l'espace. Tout le monde s'intéresse au Skylab. Et je me souviens que moi, comme étant un jeune qui suivait d'heure en heure l'opération, les gens me demandaient « Et qu'est-ce qui arrive avec Skylab? » Donc, une opération qui suscitait relativement peu d'intérêt du grand public et des médias devient tout à coup soudainement passionnante. Et conséquence de l'incertitude qui règne à Houston, à 23h, le directeur du programme, William Schneider, annonce que le lancement du premier équipage, prévu pour le lendemain, est reporté au 20 mai, afin de permettre d'évaluer la situation et d'élaborer un nouveau plan de vol. Une analyse plus profonde des événements fait ressortir que le bouclier antimétéorite, une feuille d'aluminium d'à peine 6 mm d'épaisseur, a bel et bien été arrachée à la 60e seconde de vol au moment où elle subissait le stress maximal de lancement, ce que les ingénieurs appellent Max-Q pour Maximum Dynamic Pressure. Sans que l'on explique ce qui s'est passé au juste, cet incident compromet l'ouverture des principaux panneaux solaires du Skylab. Surgit alors un problème encore plus sérieux, la perte du bouclier antimétéorite. En plus de protéger la station contre l'impact des micrométéorites, ce bouclier a aussi comme fonction de protéger la station contre les rayons du soleil. Il assure ainsi le contrôle thermique du Skylab. Donc, assez rapidement, la température interne se met à grimper, preuve irréfutable que le bouclier n'est plus là pour y pallier. En quelques heures, le thermomètre dépasse les 40 degrés, mettant en péril les aliments et les pellicules photographiques, voire même l'intégrité de certaines structures du vaisseau spatial. Déjà, on pense que près de la moitié des médicaments à bord ont été dégradés. Le vaisseau est chaud, déclare Neil Hutchinson, le contrôleur de vol. Nous devons trouver le moyen de le refroidir. C'est un problème de première importance, précise-t-il avant d'ajouter. Nous n'avons pas encore perdu le patient et nous croyons avoir une chance de le sauver. De son côté, William Schneider considère que si on parvenait à installer un dispositif quelconque, faisant de l'ombre au Skylab, il serait peut-être encore possible de sauver une bonne partie de la mission. Il conserve même l'espoir qu'un premier équipage pourra y séjourner 28 jours. Si nous parvenons à couvrir 30 à 40% de la station spatiale, cela résoudrait le problème, de préciser Donald Puddy, le directeur de vol.
Mais à partir de ce moment-là, les contrôleurs sont confrontés à un problème, à un dilemme presque insurmontable. Pour procurer de l'énergie électrique à bord de la station, ils doivent l'exposer au soleil, ils doivent exposer les fameuses 4 petites ailes pour générer de l'électricité. Mais ce faisant, ils font augmenter la température à bord de la station. D'un autre côté, s'ils exposent la station de telle sorte qu'elle soit exposée le moins possible aux rayons du soleil, afin de préserver la température à l'intérieur, ils la privent d'énergie électrique. Comme le relatait le responsable du programme, séparément, ces deux problèmes-là sont assez faciles à résoudre. Le problème, c'est qu'il faut les conjuguer. Il faut à la fois exposer la station pour avoir de l'électricité, mais ne pas l'exposer pour ne pas faire monter la température. Donc, ils vont trouver moyen, avec le temps, de l'exposer un peu au soleil pour faire de l'électricité, mais aussi la mettre à l'ombre pour protéger la température. Donc, c'est tout un problème qu'ils ont eu à apprendre à conjuguer en l'espace de quelques heures seulement, parce que ce n'était pas prévu au départ. Mais voilà qui fait apparaître un nouveau problème. Ces manœuvres imprévues consomment de grandes quantités de carburant. C'est ainsi qu'en 3 jours, on a déjà épuisé 23% des réserves prévues pour toute la durée du vol. À ce rythme, Skylab risque de connaître le même sort que Cosmos 557. Heureusement, le rythme de consommation de carburant tend à diminuer au fur et à mesure que les contrôleurs développent l'habileté à piloter le Skylab. Mais ce ne sont là que 3 d'une myriade de problèmes qui pourraient surgir. Les ingénieurs s'inquiétant entre autres que la température élevée à bord du Skylab ne dégage des vapeurs toxiques. Selon certains ingénieurs, une telle chaleur pourrait provoquer un dégazage des matériaux à bord et contaminer l'atmosphère intérieure avec du dioxyde et du monoxyde de carbone. Malgré tout, il semblait y avoir une lueur d'espoir. Certaines indications télémétriques laissaient penser que l'une des 2 grandes ailes pourrait être intacte, mais que des restes du bouclier thermique entraveraient son ouverture. Des astronautes pourraient-ils parvenir à déloger ces entraves et permettre à l'aile de se déployer ? C'était là un bel espoir. Il va sans dire qu'il est impossible de ramener Skylab sur Terre pour le réparer comme l'auraient tant souhaité les ingénieurs. Mais sera-t-il possible d'y parvenir dans l'espace ? Pourra-t-on dépêcher un équipage à sa rescousse, Claude ? C'est le défi auquel doit relever la NASA sans être préparé aucunement à une telle situation. Mais à la NASA, il règne l'esprit de oui, on est capable de réussir. C'est cet esprit-là qui avait permis 3 ans plus tôt de préserver la vie des astronautes d'Apollo 13. Ce qui fait qu'automatiquement, la NASA entre en fonction cet esprit d'équipe pour dire on va réussir, même si les chances semblent peu probables. Et c'est ainsi qu'une foule d'équipes se met à l'œuvre partout à travers les différentes composantes de l'agence spatiale. À commencer par les équipes du Marshall Space Flight Center en Alabama, où a été fabriqué le Skylab, ainsi qu'au Johnson Space Center en banlieue de Houston, qui pilote l'envolée du Skylab. On estime toutefois que les chances de parvenir à sauver la station sont minces. Mais, se dit-on, on ne perd rien à tenter sa chance. Exactement. Dans un premier temps, les experts essaient d'évaluer quelles vont être les températures à bord du Skylab, jusqu'à quel point le thermomètre va monter. Quelles sont les conséquences de cette augmentation des températures? À quoi doit-on s'attendre? Et est-ce qu'il y a moyen d'y pallier ou d'atténuer la situation? Pendant ce temps, d'autres équipes recherchent le moyen de remplacer le bouclier thermique. Le directeur du centre Marshall, Rocco Petrone, donne carte blanche à tout son personnel. Tout ce dont vous avez besoin sera mis à votre disposition, leur promet-il. De surcroît, les autres centres de la NASA ainsi que les firmes aérospatiales associées au projet sont invités à proposer leurs idées, leurs solutions et leurs ressources. Dès lors, tous celles et ceux qui se sentent concernés par la situation s'y consacrent 24 heures sur 24. Les journées de travail de 16 à 18 heures deviennent monnaie courante. On perd même toute notion du temps. Et malgré le stress et la fatigue que tous ressentiront, on constatera que les esprits sont restés remarquablement calmes malgré les longues heures. Au point de départ, on examine toutes les solutions envisageables. Aucune n'est rejetée. On pense entre autres à l'idée, c'est de trouver moyen de remplacer le bouclier thermique d'une façon ou d'une autre. On pense entre autres, peut-être qu'on pourrait peinturer l'extérieur de la station avec une peinture en aérosol ou encore y étendre un papier peint. À moins qu'on puisse installer au-dessus de la station un ballon ou des tentures ou des plaques métalliques. En fait, toute possibilité est envisagée.
Même les idées les plus farfelues sont envisagées, en autant qu'elles semblent offrir un certain potentiel et être réalisables. Tout est sur la table. Toutefois, toute solution proposée doit respecter 3 critères de base. Premièrement, être fabriquée en quelques jours seulement. Deuxièmement, être suffisamment compacte pour prendre place à bord d'une capsule Apollo. Et troisièmement, être facilement mise en place par des astronautes vêtus en scaphandre de sortie spatiale. Normalement, là, trouver une solution pour remplacer le bouclier thermique qu'on vient de perdre, ça demanderait des années de préparation, des années de labeur. Maintenant, les ingénieurs ne disposent que de quelques jours pour trouver une solution parce que pendant ce temps-là, la station est en train de se dégrader. On leur demande donc aux ingénieurs et aux scientifiques de réaliser un prodige. En fait, on pourrait même dire qu'on leur demande de réaliser plusieurs prodiges. Dès le 17 mai, les responsables du programme décident de retarder à nouveau de 5 jours le lancement de l'équipage, maintenant fixé au 25 mai. Cependant, il ne faut pas trop tarder car l'état général du Skylab tend à se détériorer de jour en jour. Une dizaine de solutions sont étudiées attentivement, mais au bout du compte, 3 sont retenues. Il s'agit de concevoir des toiles qui, d'une façon ou d'une autre, recouvriront une bonne partie de la station afin de la garder à l'ombre du soleil. La première solution envisagée, ce serait d'installer des pôles à l'extérieur du Skylab, des pôles le long desquels on glisserait une toile. La deuxième solution, ce serait de faire en sorte que les astronautes fixent une toile tout autour de la station depuis leur capsule Apollo qui manœuvrait autour de la station spatiale. La troisième solution, c'est de concevoir une sorte de parapluie, qu'on va appeler un parasol, qui pourrait être installé à partir d'un sas scientifique qui se trouve à bord de la station Skylab. L'installation se ferait donc à partir de l'intérieur de la station. Les astronautes passeraient à travers un sas, le fameux parasol, qui serait déployé à l'extérieur de la station. C'est cette solution-là qui semble la solution du parasol, qui semble la plus simple et la plus facile puisqu'elle s'installe depuis l'intérieur du laboratoire Skylab. C'est donc celle-là qui va être retenue. Par contre, les 2 autres vont aussi être développées parce qu'on se dit que peut-être qu'en cours de conception, on va frapper un nœud, on va découvrir des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. Donc, on va développer non pas une solution, non pas 2 solutions, mais 3 solutions. Donc, les ingénieurs vont réaliser en quelques jours, non pas 1, 2, mais 3 prodiges techniques qui, normalement, auraient demandé des années de préparation. À partir de là, l'un des principaux problèmes à résoudre est de trouver en un temps record le matériau idéal à partir duquel confectionner ces toiles. Matériau offrant la protection thermique adéquate, tout en étant à la fois léger, compact, déployable, non contaminant et capable de résister à de grands écarts de température. Le matériau finalement retenu est un mélange de nylon, de mylar et d'aluminium qui formera une immense toile, une dizaine de mètres carrés, mais ayant moins de 1/10 de millimètre d'épaisseur. Un véritable prodige. Exactement. Et à partir de là, la NASA, elle estime que les chances de réussir, les chances de sauver Skylab sont excellentes. Ce qui n'est pas le cas dans les médias où là, on joue beaucoup au drame, on imagine que la station est pire qu'elle est en réalité. D'ailleurs, les gens de la NASA vont en parler par la suite comme quoi il y avait un contraste entre ce qu'eux considéraient comme probable et ce que les médias rapportaient comme danger. Donc, les choses semblent s'améliorer, même si dans les médias, on vit un grand drame. L'immense défi qui se présentait alors aux ingénieurs était: est-ce possible de concevoir un parasol suffisamment vaste pour mettre à l'ombre l'ensemble du Skylab, mais en même temps suffisamment compact pour passer à travers l'ouverture de scientifique qui ne mesure que 20 cm²? En fait, la solution du parasol semblait très simple au départ, sauf que lorsqu'il fallait tenir compte de tous les critères qui étaient imposés, là, ça devenait presque un problème insoluble. Ça a été une tâche monumentale qui va demander énormément de travail et littéralement jusqu'à la dernière minute avant le lancement. Toujours est-il qu'en un temps record, au bout de 10 jours à peine, tant les équipes au sol que l'équipage de la première mission Skylab sont prêts à entreprendre la plus audacieuse mission de sauvetage jamais tentée dans l'histoire de la conquête spatiale. Dans l'esprit des dirigeants et des ingénieurs de la NASA, ils ont réalisé en 11 jours un travail qui demanderait 11 années normalement. Donc, on a condensé en 11 jours 11 années de travail. C'est dire la tâche que ça a représenté. Il s'en est même fallu de peu que tout le matériel, et en particulier celui du parasol, ne soit pas prêt à temps.
De fait, ce matériel a été livré au Cap Kennedy si à la dernière minute que le lancement a bien failli être reporté, une autre première. Et voici donc que le vendredi 25 mai, la fusée Saturn 1B s'envole à 9h00, heure de Floride. À peine inséré sur orbite, le commandant Charles Pete Conrad, son pilote Paul Weitz et le médecin de bord Joe Kerwin se mettent à la chasse au Skylab. Comme prévu, ils effectuent 4 révolutions autour de la Terre, le temps d'augmenter progressivement l'altitude de leur vaisseau Apollo jusqu'à atteindre celle de la station à 430 km d'altitude. Dès le départ, Conrad se montre confiant en déclarant « Nous allons réparer n'importe quoi ». De notre côté, sur Terre, on a très très hâte de voir dans quel état se trouve Skylab. Est-ce qu'elle va être dans l'état auquel on s'attend? Est-ce qu'elle va être dans un état pire? Ou au contraire, est-ce qu'on va peut-être avoir une belle surprise? C'est le grand suspense. De quoi a l'air Skylab? Les astronautes parviennent aux abords du Skylab vers 16h30. Ils manœuvrent alors leur vaisseau tout autour d'elle, en s'approchant jusqu'à 1,50 m afin de l'inspecter. Et pour nous sur Terre, durant 15 minutes, ils transmettent les premières images télé tout en nous offrant une description détaillée de ce qu'ils voient. Malgré qu'on s'y attendait, on est sous le choc. Skylab est mal en point. Plus rien du bouclier thermique n'existe. La paroi de la station était à l'origine protégée par une mince pellicule d'or, mais celle-ci semble avoir été brûlée par les rayons UV du soleil. Et comme on s'y attendait, l'une des 2 grandes ailes, l'un des 2 grands panneaux solaires de la station a été arraché. Par contre, l'autre est en place et même un peu entrouvert, déployé d'environ 15 degrés. Si vous imaginez le bras collé sur le long d'un soldat, il a élevé un peu le bras de 15 degrés et non pas du 90 degrés auquel on s'attendait. Le bras semble retenu par une pièce métallique, un reste du bouclier thermique, et les astronautes se montrent confiants de pouvoir parvenir à la déloger grâce à des pinces métalliques, des pinces pour couper le métal qu'ils ont emporté avec eux. Par contre, l'autre bonne nouvelle, c'est que le sas, à partir duquel ils devraient déployer le parasol, semble avoir aucune obstruction, il semble en bon état, donc ça ne devrait pas poser de problème de passer le parasol à travers ce sas-là. C'est déjà une bonne nouvelle. À la suite de cette inspection, les astronautes amarrent Apollo au Skylab, le temps de prendre un peu de repos, de se sustenter et de planifier avec Houston la suite des opérations. Il est alors décidé de désarimer Apollo et de le manœuvrer de telle sorte qu'un astronaute en scaphandre puisse tenter de couper le ruban en utilisant le ciseau fixé au bout d'une longue perche. À cette fin, il procède à une sortie spatiale improvisée. C'est ainsi que Joe Kerwin tient les genoux de Paul Weitz pour l'empêcher de dériver dans l'espace. Ce dernier sort sa tête et ses bras de l'écoutille de la capsule et tente d'insérer le ruban entre les lames du ciseau. Pour sa part, Pete Conrad manœuvre Apollo afin de positionner correctement Weitz. L'opération est à la fois délicate et risquée, car nul ne sait à quelle vitesse s'ouvrira l'aile lorsque Weitz parviendra à la dégager. Cette tentative s'avère même beaucoup plus ardue qu'attendue. Dans un premier temps, Weitz a toutes les difficultés à placer le ciseau correctement. Et lorsqu'il y parvient, il met toutes ses forces pour couper le ruban. Tout absorbés qu'ils sont dans leurs tâches, les astronautes évacuent parfois leur frustration en laissant filer quelques jurons bien sentis. Une quasi-première dans l'histoire spatiale. Mais Houston a tôt fait de leur rappeler que le monde entier est tout ouïe. Bientôt, Conrad est forcé de constater que le fameux ruban métallique, qui ne mesure pourtant qu'1 cm de largeur, semble tenu en place par des boulons. L'aile solaire, explique-t-il, semble accrochée comme si elle avait été clouée, dit-il. Impossible de la dégager avec les outils que nous possédons. En accord avec Houston, l'équipage met fin à cette sortie frustrante au bout de 40 minutes et il est décidé d'arrimer Apollo au Skylab. Les astronautes passeront ainsi la nuit dans leur capsule en attendant de voir ce que leur réservera le lendemain. Mais on dirait qu'un malheur n'arrive jamais seul. Soudainement, Apollo s'avère incapable de s'arrimer à la station spatiale. On dirait que les 2 mécanismes d'arrimage, là, celui sur la capsule Apollo et le collier d'arrimage sur la station, ne s'emboîtent pas. Conrad s'y essaye à 3 occasions, essaie donc d'arrimer sa capsule Apollo au Skylab, mais rien n'y fait. La 4e fois, on peut même dire qu'il lance la capsule Apollo contre Skylab en espérant que par la force, les 2 mécanismes vont s'emboîter, mais rien n'y fait.
Impossible d'arrimer Apollo au Skylab. Épuisés et frustrés qu'ils sont, les astronautes sont au désespoir. S'ils ne parviennent pas à s'arrimer, ils devront revenir sur Terre. Un Conrad exaspéré lance alors « J'aimerais bien que le SimSup nous laisse tranquilles ». Il fait alors allusion au superviseur des simulations qui, lors des entraînements au sol, se fait un malin plaisir à injecter une foule de problèmes et de pannes, afin de voir comment réagiront les contrôleurs de vol et l'équipage. Conrad a l'impression de subir le pire entraînement en simulateur de sa vie. Sauf que cette fois, c'est bien réel, une autre première dans l'histoire de la conquête spatiale. Et les astronautes n'ont d'autre choix que de procéder à une nouvelle sortie spatiale. Ils dépressurisent donc leur capsule afin de désactiver le mécanisme d'arrimage d'Apollo et d'activer à la main les 12 crochets qui rivent leur capsule au collier de la station. Lorsque, quelques mois auparavant, l'équipage avait simulé cette procédure, Conrad avait déclaré que si jamais ils en arrivaient là, ce serait le temps pour eux de rentrer à la maison. Confronté alors à la situation, il indique au contrôleur de vol « Si après cela nous ne sommes pas amarrés, je pense que vous serez à court d'idées. » Mais fort heureusement, la procédure se déroule sans problème, et voilà qu'Apollo est solidement fixé au Skylab. Cependant, pas question d'entrer à l'intérieur. Les astronautes en ont assez fait pour aujourd'hui. Pete Conrad lance néanmoins « Vous pouvez dire au CIMOP que nous aimerions vivre quelques opérations normales après tout ce que nous venons de traverser. » Comme quoi, même exténué, il trouve le moyen de faire un brin d'humour. Exactement. Et l'équipage termine ainsi une longue journée de travail de 22 heures qui n'était pas prévue à l'origine. Et je me souviens ce soir-là de m'être couché à 7 heures en me demandant qu'est-ce qui arriverait le lendemain. Samedi 26 mai, après une bonne nuit de sommeil de 7 heures, les 3 hommes sont fin prêts à passer à l'étape suivante, installer le parasol à partir du sas scientifique du Skylab. Dans un premier temps, Joe Kerwin vérifie l'absence de gaz toxiques qui auraient pu se former par le dégazage de certains matériaux, notamment l'isolation en polyuréthane soumise à la chaleur. Cependant, les contrôleurs de vol ayant déjà purgé 5 fois la station de son air avant l'arrivée des astronautes, Kerwin ne constate aucune trace de gaz toxique. Ça commence bien la journée. Et en après-midi, Paul Weitz rentre dans la station spatiale. Il est le premier à rentrer. Il est vêtu d'une combinaison de gants spéciaux et il porte un masque à oxygène au cas où il y aurait quand même présence de gaz toxiques. Il constate que l'état des lieux, que la station est en bon état, que tout semble en bon état. Et sa première tâche, c'est d'activer les ventilateurs pour faire circuler l'air. Il constate que la station est chaude, mais c'est une chaleur sèche. C'est-à-dire qu'il a l'impression d'être dans un désert. C'est donc déjà de bonnes nouvelles. Ensuite, en compagnie de Pete Conrad, il procède à l'installation du parasol pendant que Kerwin surveille l'opération par les hublots de la capsule Apollo. Ce déploiement prend 2 heures et se déroule sans problème notable. Il s'agit en fait de l'opération la plus facile exécutée jusqu'à présent au cours de l'envolée. Enfin. Sur le coup, hélas, l'équipage est quelque peu déçu puisque la toile du parasol froissé ne couvre que les 2/3 de la superficie attendue. Conrad constate un peu amèrement que le parasol ne se présente pas comme il était censé le faire. Néanmoins, la température à bord du Skylab se met à diminuer assez rapidement. Le parasol fait déjà effet, alors que les ingénieurs s'attendent qu'avec le temps, il se défroissera naturellement. Déjà, la température a baissé de 11 degrés dès le premier jour. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'à bord de la station, les astronautes peuvent très bien voir quelle section est à l'ombre et quelle section est au soleil, simplement en touchant la paroi. Déjà où la station est déjà où le parasol fait de l'ombre, la paroi est déjà beaucoup plus fraîche que là où elle est exposée au soleil. Les ingénieurs calculent qu'avec le temps, la température devrait se stabiliser autour de 26 degrés Celsius, c'est-à-dire 5 degrés de plus que prévu. C'est tout à fait acceptable dans les circonstances. Il va faire un peu chaud à bord du Skylab, mais c'est vivable. Au cours des premiers jours, la station demeure néanmoins chaude. Certains endroits sont difficiles à toucher. Les astronautes se réfugient parfois dans l'une des sections moins exposées et donc plus fraîches, le temps de se reposer un peu. Ils rapportent que dans l'ensemble, Skylab devient habitable. C'est ainsi que les responsables du programme estiment que l'équipage devrait être en mesure d'accomplir leur mission de 28 jours. Ils s'attendent même à ce que les 2 équipages suivants pourront aussi accomplir leur mission de 56 jours, chacun. Il conclut dès lors que Conrad, Kerwin et Weitz
ont sauvé un projet dont la facture dépasse les 2,5 milliards de dollars. Exactement. Néanmoins, les astronautes peuvent vivre à bord de la station, mais ils sont privés de la moitié de l'énergie électrique prévue au départ. Ils doivent donc chaque jour faire attention à ce qu'on appelle le budget électrique de la station, c'est-à-dire faire attention au système de bord en fonction et aux équipements scientifiques allumés. C'est donc dire que dès les premiers jours, ils doivent s'adapter non seulement à vivre dans l'espace dans une grande station volumineuse, mais en plus à faire face à toute une série de contraintes additionnelles. La mission commence de façon assez intéressante. Notons enfin qu'il s'agit de l'ultime duel qu'ont livré les Soviétiques aux Américains qui n'en ont eu guère conscience. Ce duel illustre une fois de plus les différences fondamentales entre les deux idéologies capitalistes et communistes. Et malheureusement pour nous, la manie soviétique de tout garder secret nous a privés une fois de plus de vivre une aventure palpitante qui aurait été de surcroît riche d'enseignements pour tous. Exactement. Ça aurait été vraiment toute une aventure si on avait pu savoir tout ce qu'on sait maintenant aujourd'hui. Je rajouterais en terminant, on arrive à la fin du balado, que rédiger ça ici, ça a été pour moi littéralement faire un voyage dans le temps. Là, je suis remonté à l'époque où j'étais à l'école secondaire, où j'avais 14-15 ans, et je me suis dit, si à l'époque, on m'avait dit que 50 ans plus tard, j'allais raconter cette histoire-là avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, que j'allais la raconter dans le cadre d'une sorte d'émission radio diffusée à l'échelle de la planète, jamais j'aurais pu envisager une telle chose. Ça aurait été de la pure science-fiction. Et pourtant, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de faire une émission de radio qui va maintenant être diffusée partout. Pour moi, c'est de vivre aujourd'hui, c'est vivre dans la science-fiction quand je regarde ce que c'était à l'époque de mon adolescence. Et je me dis, ça va être quoi le monde dans 50 ans? Ça va être quoi si quelqu'un pouvait nous raconter ce que ce serait? On a peut-être l'impression que dans 50 ans, on va vivre dans un monde qui nous paraît aujourd'hui de la véritable science-fiction. C'est un peu tout ce que j'ai ressenti ces dernières semaines en préparant ce balado. Et ça a été une expérience merveilleuse. En terminant, je suis en train de préparer le prochain balado, dont le titre, ça pourrait changer. Le titre, pour l'instant, c'est « Rêve d'espace ». Est-ce que Claude aurait des préjugés? J'espère que le titre vous intrigue. J'ai l'impression qu'on va parler de SpaceX. Non, absolument pas. Bon. Absolument, oui. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'y être. J'espère que vous aussi. Donc, à très bientôt. À bientôt. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur, à la diffusion et à la lecture Laurent Runigo. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.